jungle. Si je le voulais, je pourrais vous dire, à vous qui m'écoutez, qui vous étiez avant votre vie actuelle, c'est-à-dire avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Il suffirait que je me pose la question, mais je ne le désire pas. Comme je ne désire pas vous dire qui je suis, c'est-à-dire quelle forme j'ai présentement. Ceux qui me connaissent vous expliqueraient que je ressemble étrangement au comte de Saint-Germain de l'histoire. Ils vous diraient que je parle couramment 17 langues et 8 dialectes. Il vous dirait que je sais faire de l'or et que je vis longtemps. C'est déjà beaucoup, ne trouvez-vous pas? Et c'est normal, puisque je suis le comte de Saint-Germain revenu parmi vous. Je peux tout de même vous donner quelques renseignements sur la forme humaine que j'ai prise dans la société policée, réglementée d'aujourd'hui. Oui, j'ai un état civil officiel. Oui, j'ai des parents devant la loi, un homme et une femme que j'aime beaucoup. Ils sont persuadés que je suis leur fils légitime, alors que je les ai mystifiés en usurpant la place de leur fils véritable, en m'incarnant à l'intérieur même de celui-ci. Oui, j'ai une adresse légale, mais je n'y habite pas. J'ai une profession, mais je ne l'exerce pas. Je possède un magasin d'antiquités quelque part à Paris, mais je n'y suis jamais. Je me suis choisi un collaborateur. Il y a 28 années qu'il me connaît et qu'il est à mon service. La première fois qu'il m'a vu, il y a 28 ans, j'étais semblable à ce que je suis maintenant. Je n'ai pas changé, je n'ai pas vieilli. Pourtant, mon état civil légal me donne un âge, 32 ans. J'en ai 17 000, rappelez-vous. Comment je suis revenu parmi vous? J'ai une base en France, elle est à Chartres. Oui, bien plus exactement, elle est située sous la cathédrale de Chartres, à une centaine de mètres en dessous, au centre même du labyrinthe. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est le labyrinthe. Il me faut d'abord vous décrire notre base. À la vérité, son entrée ne se trouve pas sous la cathédrale. Elle se situe à 4 km de la ville, à un endroit secret que je suis le seul à connaître. Je n'y ai amené un homme qu'une fois. Cet homme, dont je tairai le nom parce qu'il ne veut pas qu'on le prononce, est industriel dans l'électronique en Europe. Mais c'est aussi Casanova. Il ne le savait pas avant de me rencontrer, et il ne me croyait pas. Je voulais le convaincre de sa réalité, alors je l'ai amené à ma base et je lui ai fait parcourir les 4 kilomètres qui séparent la cathédrale de l'entrée. Je lui ai fait vivre un spectacle qu'il n'est pas prêt d'oublier. Sous ses yeux, tout un pan de terre avec ses arbres s'est soulevé par lévitation découvrant le souterrain qui conduit à ma base, sous la cathédrale. Me suivant, je l'ai conduit à la salle où sont rangés mes appareils. Nous sommes entrés ensemble dans l'un de ces appareils. Et il a revécu dans le temps toutes les périodes de sa vie, quand il était riche, très riche, quand il était pauvre, en prison. Je lui ai fait revivre en quelques instants toutes ses aventures amoureuses. Depuis quelques jours, la base de Chartres a été transférée à Lagartha, au Tibet. Je vous ai promis de vous parler du labyrinthe. Il faut savoir que certaines cathédrales constituent en elles-mêmes un message. La cathédrale de Chartres est celle qui, dans tous les textes, est reconnue par les initiés. C'est ce qui explique les pèlerinages qui convergent vers elle, même si ceux qui y participent n'en ont pas conscience. Dans toutes les cathédrales, il y a le labyrinthe. Le labyrinthe représente les méandres de l'âme et de la vie. Il ne doit pas s'interpréter en cercle, mais en ligne droite. Si l'on pouvait le déplier sur une feuille et le présenter par un dessin en ligne droite, il représenterait exactement le graphique d'âme de l'onde vibratoire, anti-gravitation. Évidemment, dans les cathédrales, il n'est pas possible qu'il soit autrement qu'en cercle. Le labyrinthe de Chartres est en plus quelque chose de spirituel. Tout est dans tout. Mais me direz-vous, que devient l'homme? De tout temps, vous le savez, l'homme a eu plus besoin de sa force physique que de sa pensée. Il a besoin de sa force physique parce que les objets ont un poids, parce que les choses représentent une matière qui pèse.
Ils ne peuvent les déplacer par la seule force de la pensée. Par la pensée, ils peuvent seulement structurer cette matière, l'inventer, la voir, la souhaiter. Dans le temps, ils parviennent à la façonner à l'image qu'ils s'en sont faites dans leur pensée. À partir de ce moment, elle pèse, et ils sont obligés de se servir de la matière, de leur corps, pour la déplacer. Or, ce que le labyrinthe donne, c'est la clé de l'anti-pesanteur. Il ne la donne que lorsqu'il est déployé. Aujourd'hui encore, personne, sauf les initiés, peuvent l'interpréter. Si l'on pouvait mettre le labyrinthe en ligne droite, ce serait l'âge d'or. Si vous me croisiez un jour dans la rue, vous ne me reconnaîtriez pas. Je serais pour vous un homme parmi les autres hommes. Apparemment, rien ne me différencie de vous. Et pourtant, je suis bien différent. Il en est de même pour certaines personnes que je fréquente. Car il y a dans la foule anonyme une élite mystérieuse, très peu nombreuse, qui revient du passé. Louis XV, Madame de Pompadour et Mademoiselle Ninon de l'Enclos. Casanova aussi. Avant de dire par exemple à Mademoiselle de l'Enclos qui elle était, j'ai fait une projection dans l'astral de cette personne plusieurs mois à l'avance. Je l'avais rencontrée dans un ancien prieuré, devenu aujourd'hui une auberge. C'est après que j'ai eu la certitude morale de son affiliation astrale avec Ninon de l'Enclos, que j'ai pu lui dire cette chose déterminante pour elle, cette chose qui a modifié le cours de son existence actuelle. Vous n'êtes pas celle que vous croyez être, mademoiselle. Vous êtes Ninon de l'Enclos. Si j'ai rencontré mademoiselle de l'Enclos, c'est que je devais la rencontrer, car le hasard n'existe pas. Il n'y a que des coïncidences heureuses. Il en a été de même pour Madame de Pompadour, que j'ai fixée à l'âge de 24 ans, et qui aura toujours l'apparence d'avoir 24 ans, comme j'ai moi-même celle d'en avoir 30. Elle a été réintégrée par moi grâce à mon produit, à l'état de très jolie femme qu'elle était. Car la beauté a été atteinte au XVIIIe siècle. Madame de Pompadour rencontre actuellement Louis XV 4 fois par an dans le midi de la France, où il a décidé de fixer sa résidence. Le roi n'aurait pas pu poursuivre avec nous cette aventure s'il n'avait pu revoir Madame de Pompadour. Nous l'avons rejoint l'été dernier à Eden Rock, où nous avons passé 14 jours ensemble. Ce furent des vacances très 20e siècle. Théâtre, bateau, automobile, nightclub. Rien ne nous distinguait des autres, parce que rien ne devait nous distinguer d'eux. Il aime à dîner chez ses amis, et il en a de nombreux sur la Côte d'Azur et dans le Midi. À chacun ses mauvais goûts, comme disait Mademoiselle de l'Enclos. J'aime les femmes. Pourtant, j'ai toujours eu une vie sentimentale extrêmement prudente, parce que je ne pouvais pas, et je ne veux toujours pas, m'aliéner les difficultés qu'un sentiment fait naître. Je ne peux pas tomber dans ces pièges, parce que cela irait à contre-courant de ce que je projette et de ce que je fais. Au XVIIIe siècle, mes contacts avec celles de la cour sont toujours restés cachés. Je les obligeais à garder le secret en usant de cette chose extrêmement féminine, la coquetterie. En leur donnant mon produit, ou en leur faisant croire que je le leur donnais, c'était le plus souvent de l'eau distillée, en leur procurant des fards et des onguents efficaces, je les tenais à ma merci. Je leur disais que si un jour elles parlaient à une de leurs amies de nos rapports intimes, alors l'efficacité des produits que je leur fournissais tomberait immédiatement et qu'elles ne pourraient plus garder leur jeunesse. C'est grâce à ce chantage, bien innocent, que j'ai toujours pu jeter un voile sur ma vie privée. Je n'ai jamais été un débauché, mais j'ai toujours eu besoin de cet apport féminin pour vivre et pour poursuivre ma mission. Sans lui, je perdrais mon pouvoir. Aujourd'hui, je reste toujours auprès des mêmes femmes que j'ai connues dans mon passé. Le mariage m'était impossible au XVIIIe siècle. L'article 43 des Rose-Croix l'interdit. Aujourd'hui, comme je ne suis plus Rose-Croix, je ne suis plus astreint à cette règle. Je veux un instant cesser de parler de moi pour répéter cette vérité que j'ai pu vérifier. La Terre est creuse. L'Agartha en est la preuve, même si les humains ne sont pas encore parvenus à faire la preuve de l'Agartha. L'Agartha se trouve au Tibet, sous le Tibet, exactement sous l'Himalaya. Pour les grands maîtres de l'Himalaya, l'Agartha représente le zéro mystique. Parmi les 22 temples figurant les 22 arcanes d'Hermès,
et les 22 lettres de l'alphabet sacré. Le zéro mystique, c'est l'introuvable. Le zéro, c'est-à-dire tout ou rien. L'Agartha, c'est le centre du monde souterrain. Le premier palier se trouve à 2400 mètres sous l'Himalaya. On y pénètre de la même façon que je pénètre dans ma base à Chartres. Un pan de roche lévite se soulève pour laisser passer les hommes ou les appareils. Ce premier palier donne accès à la ville proprement dite. C'est là que sont les appareils. C'est là aussi que sont les jardins. Il n'y a pas que des initiés à l'Agartha. Ceux qui y vivent ne peuvent pénétrer dans le monde souterrain qui est immense et qui n'a plus rien à voir avec le premier palier. Ils ne sont pas conditionnés pour subsister dans cette atmosphère. Il y règne une chaleur épouvantable. Ceux qui y vivent sont les anciens Atlantes. La première salle de l'Agartha mesure 800 mètres de long sur 420 mètres de large. Elle a une hauteur de 110 mètres. Elle a la forme d'une pyramide. Les documents égyptiens parvenus jusqu'à vous n'ont jamais livré la moindre indication sur la matière dont avaient été construites réellement les pyramides. Les pyramides d'Égypte sont une copie de l'Agartha. Elles ont été construites en un point donné. Elles sont en relief, ce qu'est la salle en creux. Tout est dans tout. Elles ont été transportées par antipesanteur à l'endroit où elles se trouvent actuellement. Voilà le secret de l'origine des pyramides. Ce bref voyage dans le temps et dans l'espace était nécessaire. Sinon, pour vous convaincre, tout au moins pour que vous écoutiez la fin de mon message. Peut-être pensez-vous que je pourrais intervenir dans les affaires de l'État français, tout au moins renflouer ses finances. Mais je ne suis pas parmi vous pour cela. Ma mission n'est pas là. Je ne souhaite d'ailleurs pas avoir des contacts avec les hommes qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. J'en ai eu quelques-uns secrets, mais je me suis vite aperçu qu'il ne s'agissait de leur part que d'une curiosité de salon. Il n'est pas question pour moi de renflouer les caisses de l'État. D'ailleurs, je ne le pourrais pas. Il fut un temps au XVIIIe siècle où je pouvais faire de grosses quantités d'or. Pour me préserver de ce genre de choses, il me faut désormais l'accord de 4 initiés de mon ordre, avec lesquels, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en contact permanent. Nous ne pouvons rien décider seuls. Je puis cependant transmuter quelques petites quantités de plomb en or. Je l'ai déjà fait, avec leur accord, et je le referai sans doute. En ce qui concerne les représentants de l'État, j'ai fait ce qu'il fallait pour que les contacts ne puissent pas se produire. Je me suis même fait jeter en prison. Au XVIIIe siècle, on m'a accusé de tout. D'avoir détourné 100 000 livres pour le compte de la Prusse, d'espionnage, que sais-je. J'ai fait de la prison en Angleterre, j'ai été arrêté en France. Vous voyez que j'ai, si j'ose dire, l'habitude. Il y a 11 années donc, je me suis fait arrêter sous un prétexte qui assurait l'impossibilité de créer de tels contacts officiels. À la vérité, la cause de cette arrestation et de la condamnation qui a suivi, c'est moi qui l'ai forgée de toutes pièces pour la raison que je viens de vous rapporter. Bien entendu, les véritables raisons resteront toujours secrètes. Mais désormais, je suis libre de vous dire pourquoi je suis parmi vous. Si j'ai décidé de prêter ma voix pour l'enregistrement de ce disque, c'est qu'il me fallait d'une seule fois toucher des millions d'entre vous. Parce que les temps sont venus où le dernier signe s'accomplira. En 1939, les chefs d'État ont été contactés, prévenus, avertis par nos soins. Ils ne nous ont pas cru. Aujourd'hui, la même opération, plus épouvantable encore, va se répéter dans un temps qui est très proche pour vous et pour moi. Le 4e signe pour nous fut l'atome, employé par l'homme pour la première fois en 1945, à des fins destructrices, Nagasaki, Hiroshima. Puisque nous sommes dans le temps, et avec le temps, la solution qui viendra de par nous est lorsque le temps s'arrêtera, et que les enfants d'aujourd'hui seront adultes. C'est pour montrer, comme nous l'avons fait 5 fois déjà, que les temps sont venus, que le dernier signe s'accomplira. Dans les 10 années à venir. Le 4e signe pour nous, je vous ai donné l'explication, a été l'emploi de l'atome par l'homme. Pour détruire ce qu'il avait construit à des fins destructrices. Pour s'exterminer. Notre intervention a joué en 1939. Les chefs d'État à cette époque ont été
génération, ou plus épouvantable, va se répéter dans un temps qui est très proche pour vous. Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай над состав. Поднимаю. Начальника поднял. Cette mort qui vient, je ne la vois pas. Je ne la connais pas. Mais si elle doit être vécue, alors je pense que cette mort, nous la vivons déjà actuellement. À ceux qui ont écouté mon message et qui m'ont reçu avec sincérité, à ceux qui m'approchent et me reçoivent, je peux dire encore cette chose, c'est qu'ils ne mourront pas tout à fait. L'esprit de leur matière ne sera pas perdu. Ils se retrouveront à l'Agartha. Tel est mon message. Très attentivement, à vous tous, Saint-Germain. Thank you.